Alors je vais vous présenter effectivement toute la démarche que nous avons engagée. Comme l'a dit François, c'est une démarche que nous avons engagée en particulier avec la filière ovine. La filière ovine est une filière d'élevage en France qui est un petit peu le dos au mur. Je pense que si son président était là, il ne me contredirait pas, Serge Prévraud, le président de la Fédération nationale ovine. Le défi, c'est de renouveler la génération des éleveurs ovins qui arrivent à la retraite sur des exploitations qui ne sont pas faciles à reprendre parce qu'elles sont onéreuses, même si ce ne sont pas des exploitations très valorisées, c'est quand même des budgets de 200, 300 000 euros au minimum, et ça peut monter beaucoup plus haut, avec la concurrence d'autres filières agricoles, et je dirais que c'est un phénomène qui est plus difficile à gérer que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les exploitations périurbaines, etc. L'enjeu, il est quand même au cœur des campagnes, il n'est pas qu'à la périphérie des villes. Et donc si la Fédération nationale ovine nous a sollicité, c'est parce que j'avais lancé un outil de financement dans une autre filière voisine de l'agriculture qui était la pêche maritime. La pêche maritime, j'y ai travaillé pendant de nombreuses années dans un groupe coopératif. J'étais secrétaire général du groupe Coopération Maritime qui regroupe toutes les coopératives maritimes françaises. Et le défi, c'était d'installer des jeunes patrons pêcheurs sur des bateaux de pêche. Et un bateau de pêche, alors vous connaissez peut-être moins la pêche, mais quand vous allez vous balader sur l'Atlantique, en Méditerranée, sur la Manche, le bateau de pêche français moyen, c'est un investissement compris entre 500 000 euros et 1 million d'euros. C'est-à-dire c'est à peu près le même prix qu'une exploitation agricole, avec plus d'inconvénients, parce que ça se déprécie vite, un bateau de pêche, alors qu'une exploitation agricole, bon an mal an, si on fait pas trop de bêtises et si on a acheté un peu de foncier, normalement ça doit pas trop se déprécier. Donc il y a des forces et des faiblesses de chacun des côtés, mais en tous les cas avec l'outil qu'on avait lancé dans le secteur de la pêche, ça remonte aux années 95-17, avec deux ministres emblématiques qui étaient Philippe Vasseur d'un côté et Jean Glavany de l'autre. On avait fait la preuve qu'il était possible de mobiliser une épargne de proximité française sur un produit bénéficiant d'une incitation fiscale et permettant donc de lancer des jeunes avec très peu d'apport personnel pour acheter ces outils où les banquiers demandaient bon an mal an 20 à 30% d'apport pour mettre en face 70% de dette. Donc on a lancé cet outil avec pas mal de réussite, et donc c'est un peu sur la base de cette initiative que la Fédération ovine est venue me consulter dès les années 2000-2001. Donc ça, on s'est côtoyé pendant une dizaine d'années. On a travaillé ensemble sur des aménagements législatifs divers, et puis on a réussi à en faire passer un fin 2011, et s'est posé la question du déploiement opérationnel de cette solution, parce que c'est pas le tout de faire modifier la loi, il faut la mettre en œuvre, donc tout ça c'est du temps, de l'énergie, et donc c'est comme ça que début 2012 nous avons pris l'initiative de créer l'Abeliance Invest pour concrétiser cette opération. Donc j'ai quitté mes fonctions dans le maritime, et nous avons lancé cette opération depuis 18 mois à peu près, puisque nous avons créé notre société en juin 2012. Donc voilà, donc je dirais que nous avons mis à peu près un an à définir de manière assez fine le modèle économique, financier, juridique, en concertation avec toutes les parties prenantes du monde agricole, que sont les JA, les SAFER représentés ici, mais également le département juridique de la FNSEA, les chambres d'agriculture, etc. Pour vraiment avoir une réponse la plus pertinente par rapport aux besoins de l'agriculture d'aujourd'hui. Les besoins de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est créer plus de richesses sur un outil dont on a vu qu'il ne sera pas plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. C'est quasiment pas possible, c'est quasiment pas souhaitable, même si c'est possible et même si certains veulent le faire. On fera pas mieux parce qu'on aura plus grand, mais on fera mieux parce qu'on arrivera à apporter plus de valeur ajoutée. Donc ça c'est compliqué, parce que apporter plus de valeur ajoutée, ça veut dire qu'il va falloir investir plus, mais pas forcément sur le foncier, dont on a vu que bon an mal an le problème était à peu près réglé, mais il va falloir investir dans ce qu'on appelle le capital d'exploitation, c'est-à-dire c'est ce qui fait un peu, c'est l'outil de travail. Alors suivant les filières, cet outil de travail il est divers. Si c'est de la vigne, comme il y en a pas mal autour de Toulouse, va falloir investir dans des pieds de vigne, ça produit pas tout de suite, ça va mettre un peu de temps, mais à la clé il peut y avoir des modèles extrêmement intéressants. Si on est sur des productions d'élevage, la clé de la réussite en élevage, c'est bien souvent la qualité d'un bâtiment, et évidemment la mise aux normes de ce bâtiment.
c'est travailler sur les signes officiels de qualité avec son organisation de producteurs. Ça peut être dans certains cas privilégier des circuits courts, privilégier de la transformation sur l'exploitation comme le fait François, mais tout ça, ça suppose des investissements dans des actifs. Si je fais du circuit court, mais je ne connais pas l'exploitation de François, il faudra que j'aille la voir, je suppose qu'il investit dans des machines pour faire du lait, du fromage, que sais-je. Et enfin le lait c'est les vaches, mais derrière... Et donc tout ça, ce sont des actifs qui ne sont pas toujours faciles à financer. De plus en plus, on va sur des outils de haute technologie. L'agriculture que vous allez être amené à déployer, ça va être une agriculture hautement technologique, et tant mieux. Parce que qui dit plus de technologie dit, et pour aller dans le sens de Robert Lévesque, peut-être moins d'intrants limités en stock, mais surtout qui ont une incidence sur l'environnement qui n'est pas négligeable. Donc voilà, donc tous ces défis de l'agriculture de demain, il faut pouvoir les relever en assurant le renouvellement des hommes. Autant que faire se peut en pérennisant la diversité et la richesse de nos productions actuelles, en recherchant de la valeur ajoutée, et je dirais que vous, dans vos différentes fonctions futures, ça va être aussi à vous de donner un peu les grandes lignes, les guidelines un peu de ces modèles, qui vont être divers et variés. On peut très bien réussir en Midi-Pyrénées sur une production en viticulture qui vise pas forcément du vignoble bordelais à X centaines de milliers d'euros l'hectare. Non, on peut aussi réussir sur une viticulture à un niveau d'investissement raisonnable, comme on peut réussir en production ovine, mais de la production ovine avec une démarche sérieuse, professionnelle, qui s'inscrit sur les meilleurs vecteurs de valorisation qu'on peut trouver dans les filières d'élevage aujourd'hui. Si je veux faire de l'agneau, dans toutes les régions, il y a des organisations de producteurs qui mettent en place notamment des signes officiels de qualité, rechercher de la valeur ajoutée. Si je suis en grande culture, par exemple, demain, rechercher de la valeur ajoutée, c'est peut-être pas faire que de la grande culture. Je le sous-entendais explicitement en disant faire de l'élevage au vin. Je connais un opérateur de grande culture dans la Marne qui est aussi producteur au vin. Bon, simplement, il a eu le courage de se décarcasser. Il n'en avait pas besoin économiquement et financièrement, mais il avait envie de développer une nouvelle activité. Résultat, au lieu d'avoir un emploi ou un emploi et demi sur son exploitation, il y en a 3. Donc tout ça, c'est la sécurité aussi du modèle économique de l'agriculture, parce que diversifier les sources de revenus de l'agriculteur, c'est un des défis qu'on a à relever. C'est pas simplement se concentrer sur une monoproduction, c'est plutôt essayer de rechercher de la diversité, donc de la diversité dans la valorisation, dans l'aval de la filière, dans des circuits peut-être courts, diversité dans les sources de revenus avec les énergies renouvelables. Alors évidemment, on est évident de mettre des panneaux photovoltaïques sur toute la surface agricole exploitée, mais en tous les cas en ayant cette ouverture et donc en recherchant cette création de valeur. Vous voulez pas en parler de votre projet finalement? Alors attendez, j'y viens. Alors en 2 mots, donc on a lancé le fonds Labelliance Agri 2013. Donc après ce long processus de maturation, nous avons sollicité le visa de l'autorité des marchés financiers. En France, c'est extrêmement régulé ces questions-là également. Donc nous avons eu ce visa le 17 mai dernier, donc on était en 2013, donc vous voyez 1 an grosso modo pour passer quand même de la théorie à la pratique. Et là nous sommes dans la phase dite de levée de fonds, c'est-à-dire donc de mobilisation des intermédiaires financiers qui vont vendre ce produit aux investisseurs, personnes physiques françaises. Donc il y a un certain... Nous, par exemple, on peut investir... C'est tout à fait possible. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que les procédures sont extrêmement encadrées. Au niveau de l'autorité des marchés financiers. Alors, en 2 mots, donc on va s'associer avec un jeune exploitant. On va pas s'associer tout seul, on va le faire avec un GUFA, un groupement d'utilisation de financement agricole. Les filières avec lesquelles nous travaillons, soit des filières type Fédération nationale ovine, ont mis en place cet outil, donc l'outil créé par la Fédération nationale ovine, par l'interprofession de la filière ovine. Pour nous, c'est important que l'aval de la filière se mobilise aussi, les intermédiaires, les abattoirs et les distributeurs, et la génétique avec Race de France. Vous avez la représentante de la Chambre régionale d'agriculture ici présente, qui est la correspondante pour Midi-Pyrénées de ce GUFA au vin. Et donc c'est bien une relation tripartite. Si un exploitant de Midi-Pyrénées a un projet, c'est notamment vers la Chambre régionale d'agriculture qui peut se tourner pour avoir des informations et affiner son projet avec elle, pour ensuite nous le soumettre. Et ensuite, si nous décidons d'investir, nous serons bien associés tous les 3. Le GUFA va amener tout son savoir-faire technique.
Nous, on va amener l'effet de levier financier, et l'exploitant agricole, on va lui amener un modèle économique plus facile à déployer, une trésorerie qui sera moins sollicitée parce qu'il y aura moins d'endettement dans son projet. Donc tous les mois, il aura une échéance de prêt qui sera moins importante. Il pourra venir, et je dirais, il pourra avoir des perspectives d'investissement plus élevées, plus ambitieuses, et traverser les aléas, parce que nécessairement dans la vie, il y a des aléas, traverser ces aléas plus sereinement. Et donc les investisseurs sont des personnes physiques françaises qui, outre un objectif de rendement de l'ordre de 3%, vont avoir quelques incitations fiscales qui vont permettre de compléter l'intérêt pour le produit. Donc en fait, vous crédibilisez pour qu'ils puissent emprunter auprès des banques, vous assurez un portage financier sur une dizaine d'années, c'est ça? Et ça revient à un système de fermage, non? Alors c'est pas tout à fait du fermage, hein. C'est parce qu'on est marié, je dirais, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais enfin, on va essayer collégialement que ça soit quand même plutôt le meilleur. Oui, mais on traverse les aléas ensemble. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des trous d'air, on traverse le trou d'air ensemble. Hein. Donc c'est quand même pas comme un fermage où bon an mal an, que l'exploitation tourne bien ou pas bien, je touche mon fermage. Non. Non, on est marié pour le meilleur et pour le pire, sachant qu'on organise la création de valeur au bénéfice de l'exploitant avec un pacte d'associés extrêmement encadré qui lui garantit qu'il retirera le plus les fruits du projet. Dans la filière ovine, on a une dizaine de projets en instance dont les niveaux d'investissement vont de 200 000 à 2 millions d'euros. C'est pour vous donner un ordre d'idée. On a un projet dans le Poitou à 2 millions d'euros. Bon, c'est la production, même production ovine, qui n'a pas forcément une image très performante, encore qu'elle l'est performante, elle peut l'être, et ça peut être des exploitations où il y a un besoin d'investissement qui n'est pas négligeable. Et donc voilà, donc c'est une démarche que nous avons lancée dans les fêtes début juin. Donc nous sommes en pleine levée de fonds avec un gros travail auprès des distributeurs financiers, parce que c'est un travail de structuration d'un réseau. Et nous sommes parallèlement en discussion avec bon nombre de filières qui sont évidemment très intéressées avec les JA, avec les SAFER, pour déployer ces projets dans toutes les filières, qu'on soit sur des opérations d'élevage, parce que c'est quand même là qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui. Le défi qu'on a relevé sur ces filières d'élevage, c'est de maintenir la production pour maintenir toutes les chaînes de valorisation en aval. Et puis dans toutes les autres filières, qu'on soit sur de la grande culture, sur de la viticulture, il y a aussi des projets de reprise et des projets de développement à engager. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. J'en ai sans doute oublié. Un mot, peut-être François, ça te paraît intéressant, ce type de solution, à généraliser, pas à généraliser? Moi j'ai lu que le ticket d'entrée quand même pour être apporteur de fonds, c'était 20 000 euros. L'information est exacte, ça veut dire que bon, moi demain si je veux aider, je ne peux pas clairement. Alors pas n'importe qui du coup qui peut. La fiscalité qu'on a greffée sur le produit est une fiscalité qui va profiter aux personnes qui sont en recherche de produits bénéficiant d'un abattement sur les droits de transmission, c'est-à-dire si je veux faire une donation à mes enfants ou à mes neveux, donc ça suppose que j'ai un peu de patrimoine, et si je paye l'impôt de solidarité sur la fortune, je vais également avoir un abattement significatif. Donc on s'adresse plutôt à des patrimoines importants, mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'assurance vie française par exemple, c'est 1400 milliards d'euros. Donc sur ces 1400 milliards, vous pensez bien qu'on peut en trouver un petit peu pour mettre dans l'agriculture. L'assurance vie, c'est un bon exemple. Les contrats d'assurance vie moyens, ces 1400 milliards sont rémunérés approximativement 3%. Ça veut dire que les épargnants français, ils sont contents avec 3% puisqu'ils ont investi 1400 milliards. Donc il y a moyen de bâtir un modèle qui soit économiquement crédible, adapté aux besoins de l'agriculture, et avec une fiscalité qui attire une typologie d'investisseurs, oui, qui a des soucis qui sont le souci de la préservation de leur patrimoine et de la transmission de leur patrimoine. On arrive donc dans le dernier round là, François, message de grande réforme à lancer, grand projet à mettre en œuvre, c'est le moment ou jamais. Oui, mais je crois que bon, grande réforme, je sais pas, c'est certain qu'il faut qu'on arrive à prendre un virage dans lequel on est là aujourd'hui, et moi je n'ai eu de cesse là tout le long de l'après-midi de dire que c'est d'abord un choix de politique, un choix sociétal, quoi, à mon avis. C'est-à-dire que
on aura, j'ai envie de dire, l'agriculture qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire que celle qu'on va aussi choisir. Et je crois que c'est important de poser le débat tel qu'il est là. Donc effectivement, il y a des solutions qui existent. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Et le monde financier, c'est pas le grand méchant. Je crois qu'à un moment donné, voilà, là encore, il y a un contrat qui est bien cadré. Le jeune sait à quoi s'attendre. Nous, on forme des jeunes qui sont des jeunes qui doivent maîtriser demain l'ensemble des paramètres de leur exploitation. Donc je crois que pour nous, c'est important. On est lucide aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi que le jeune soit en capacité au bout d'un certain temps de racheter ce capital-là, c'est-à-dire que c'est pas la solution pour tout, c'est aussi une solution aussi temporaire qui lui permet de se lancer. Je crois que ça c'est important aussi de le souligner dans l'exemple de l'Abéliance. Et il y a plein d'autres initiatives qui existent. On travaille nous aussi sur ce qu'on appelle un compte vert notamment. On voudrait créer, comme il y a un livret A, un compte vert en fait, qui permettrait à des épargnants de dire sans forcément être jusqu'à ce qui existe dans certains GFA, c'est-à-dire que je place pour aider tel agriculteur, ce qui est des fois beaucoup plus facile pour certains épargnants, mais de le faire peut-être plus librement en disant voilà, moi je veux placer là-dessus, il n'y a peut-être pas la rentabilité, mais ça pourrait être demain venir développer ou venir derrière des démarches comme celle de l'Abéliance pour effectivement amener des capitaux aux agriculteurs, je crois, qui en ont besoin. Et je crois que par contre, voilà, moi je pense qu'il faut préserver un modèle d'agriculture, des types d'agriculture ou en tout cas la politique est là pour ça, qui demain apporte justement cette valeur ajoutée, qui apporte cette diversité-là, parce que, bon, moi je suis pas économiste, mais en tout cas, si on trace les lignes qui sont devant nous, c'est certain que les exploitations mécaniquement s'agrandissent, capitalisent, forcément, et quoi qu'on fasse, et je crois que, mais là-dessus j'ai pas à rougir, parce que je pense que si on n'avait pas fait la profession, un travail qu'on a fait là, le scénario serait beaucoup plus noir, mais si on pousse, effectivement, le nombre d'agriculteurs diminue encore. Donc je crois que voilà, on est à un tournant où effectivement, entre ce que François Pursac l'a quand même bien défini d'ailleurs dans le dernier ouvrage avec Bertrand Révieux, voilà, une agriculture qui glisse, il n'y a pas de limite, on n'est pas ou dans l'un ou dans l'autre, qui glisse soit vers une agriculture de firme, soit un autre risque, on en a peu parlé, d'une ruralité ou d'une campagne qui demain où on va peut-être pratiquer une agriculture de subsistance, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement d'autres en parlent beaucoup mieux que moi, mais je crois que là aussi c'est le choix. Qu'est-ce qu'on veut faire demain? Est-ce que demain la campagne, est-ce que la terre, elle doit aussi servir à permettre à beaucoup de joindre les deux bouts, parce que la société, l'économie ne permet pas à beaucoup d'autres de le faire? Ou est-ce qu'on fait un choix et un pari, qui est à dire qu'on reste sur un métier qui est productif? Alors je pense qu'il y a de la place pour plusieurs choses, mais à un moment donné, je crois qu'on a besoin de redéfinir ça, et que du coup on tient effectivement, alors c'est pas vieillot ni conservateur que de dire qu'on tient ce modèle d'agriculture familiale. L'ONU a déclaré 2014 année internationale de l'agriculture familiale. On s'y est engagé, nous, notamment aux côtés de l'AFDI, Agriculture française et développement international, non pas parce qu'au Togo ou chez nous ça veut dire pareil, agriculture familiale, mais parce que pour nous, on pense que le choix par l'agriculture mérite beaucoup plus que d'être considéré comme un simple secteur de l'économie, ce qui fait d'ailleurs que du coup ça devient légitime de toucher 12 milliards d'euros de la PAC par exemple. Ça devient légitime d'avoir une vraie volonté réglementaire sur le droit de propriété notamment, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on choisit quelle agriculture qu'on veut, quoi. Et je crois vraiment que, je prendrai juste une image pour finir là-dessus, parce que c'est très médiatique aujourd'hui, nous on est convaincus que ce modèle-là apportera plus d'emplois et de valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on participera à notre mesure, à ce fameux redressement productif, tous les responsables politiques ont ça à la bouche. La diversité, finalement la valeur ajoutée et des agriculteurs actifs, pour nous c'est une façon de faire de la ruralité dynamique et vivante, de faire de la valeur ajoutée, de faire de l'emploi. L'exemple que je voulais prendre, c'est, voilà, tout le monde a entendu parler de cette fameuse ferme de 1000 vaches, qui fait beaucoup de bruit. Effectivement, soit je suis pas de ceux qui disent qu'il faut interdire, à la limite il y en a déjà en Allemagne, il y en a ailleurs, on n'est pas là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la libre entreprise elle existe aussi dans le pays. Par contre je pense que nos règles doivent rester là pour favoriser plutôt peut-être pas 10 ou 15 fermes de 15 vaches avec pas forcément un modèle familial derrière, mais des GAEC ou des formules où finalement vous aurez plus d'actifs, parce que ces actifs là ils vont chercher la diversité, effectivement, et finalement la vraie question derrière, c'est comment sera partagée la valeur ajoutée qui sera créée. C'est-à-dire que l'investisseur qui parie sur cette ferme de 1000 vaches, il y en a certains, et là encore je dis, il ne faut pas caricaturer ce que je veux dire là, c'est-à-dire que tous sont pas mauvais, tous vont pas aller ensuite investir ailleurs et
et enlever ces capitaux du territoire. Mais je crois que demain, 1000 vaches partagées dans 10 ou 15 fermes différemment, avec un système culturel différent, où on va aller chercher plus de diversité et donc plus de revenus, hein, plus de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle sera, à mon avis, et on est en train de travailler là-dessus, jeunes agriculteurs, répartie différemment sur le territoire, avec effectivement les acteurs du territoire. L'argent qui sera créé là sera peut-être redistribué différemment. Et je crois que ça, c'est une vraie question de société. Voilà. On va terminer avec Robert Lévesque. Moi, j'aurais aimé avoir des exemples d'initiatives étrangères. On a parlé tout à l'heure du Québec. Je crois qu'il y a une initiative assez originale de zonage où ils inversent complètement la donne. Si j'ai bien compris, je vous vois froncer les sourcils, alors je me dis que je n'ai pas dû comprendre. J'avais cru comprendre que tout le paysage agricole était zoné en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on ne procédait pas au fur et à mesure du mitage. Mais voilà, est-ce qu'il y a des expériences comme ça à l'étranger qu'on pourrait utilement transposer en France? Alors si on se réfère effectivement au Québec, depuis 1978, ils ont défini une zone agricole à préserver de toute façon, et donc cette zone ne peut être grignotée qu'après une autorisation d'un conseil indépendant de l'État, indépendant des politiques. En gros, ça a permis de diviser par 10 à 20 la vitesse de consommation des espaces agricoles. Donc ça a un certain nombre de vertus par rapport à la préservation de l'espace. Mais je voudrais revenir un petit peu sur ce que vient de dire François Tabuy. Ça me paraît, les objectifs me semblent importants, effectivement, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, on est loin de ça au niveau européen. Déjà au niveau français, on a mis en 2006 une croix sur l'exploitation familiale, et on a mis en avant l'entreprise agricole. Et il faut bien voir qu'au niveau européen, on a un système très libéral, et que si l'agriculture des 6 premiers pays européens était une agriculture familiale, après la chute du mur de Berlin, eh bien, sont apparues en Europe des exploitations sociétaires de grande taille, avec salariés de plusieurs milliers d'hectares. Donc il en est apparu notamment dans les Länder de l'Est de l'Allemagne, il en est apparu un petit peu en Pologne, enfin quoi qu'ils étaient limités à 600 hectares, et puis on en a en Roumanie, on en a en Hongrie. En Roumanie, on a quand même 3 exploitations qui font plus de 50 000 hectares. Et nous sommes, tous ces pays sont régis dans la politique agricole commune. Bon, et de l'autre côté de la frontière européenne, on a l'Ukraine, où on a des exploitations à 10, 15 000, 50, 100 000 hectares et plus. Donc, et ce que l'on voit aujourd'hui, même en France, c'est quand même bien une concentration du potentiel de production entre des mains d'un nombre de plus en plus faible d'agriculteurs, et cette concentration, elle se fait d'autant plus rapidement qu'elle concerne des zones où la valeur ajoutée à l'hectare est importante, et où la rentabilité des capitaux investis est importante. Et ce que l'on peut prévoir, enfin je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs une suppression de 40% des exploitations entre 2010 et 2025, et on pourrait avoir une concentration dans des grandes exploitations mécanisables, utilisant de nombreux intrants et autres, dans les régions où le parcellaire est le plus grand, et puis à l'opposé, des exploitations individuelles avec des capitaux par exploitation plus faibles sur des terrains moins mécanisables, ou en zone de montagne, dans certaines zones périurbaines, avec des marchés locaux et autres. Mais on pourrait avoir une bipolarisation de l'agriculture française et de l'agriculture européenne. Et ça, par contre, par rapport au projet des IA, je crois qu'il faut beaucoup plus de régulation qu'aujourd'hui, et revenir à des politiques de structure comme on avait en 1960, que l'on n'a plus aujourd'hui. Donc on choisissait
les exploitants qui pouvaient s'agrandir. Et donc à partir de ce moment-là, on choisissait les personnes qui pouvaient aller sur le marché. Et donc on fixait finalement la valeur du marché en fonction des personnes qui étaient autorisées à y aller. Et cela, on en est, enfin même dans les projets actuels, on est encore loin de ça. Et donc, pour réussir le pari des IA, je crois qu'il faudrait renforcer fortement, influer encore très fortement les projets politiques actuels.